Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il vient de porter une proposition de loi pour protéger l'intimité des enfants dans l'univers numérique. Le député Renaissance du Bas-Rhin, Bruno Studer, est l'invité du Grand JT aujourd'hui. Il sera avec nous dans quelques instants. 85% des métiers d'ici à 2030 seront issus du numérique. Alors l'orientation est donc essentielle, mais justement, comment bien s'orienter? Quelle formation suivre? On en parle avec ma prépa numérique en seconde partie d'émission. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Brandon Warrett nous emmènera en Angleterre où le gouvernement a décidé de réformer son éducation sportive. Brandon qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Brandon, on commence ce journal avec une annonce du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Effectivement, on vient de l'apprendre il y a quelques heures, à moins d'une semaine du début des épreuves de spécialité du baccalauréat. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé une journée banalisée pour tous les élèves de terminale, ce vendredi ou samedi selon les différents établissements, pour permettre aux bacheliers 2023 de réviser dans les meilleures conditions. Une journée organisée sous forme de séance de révision ou de temps libéré selon les mots de Pap Ndiaye. Une enquête édifiante maintenant tire la sonnette d'alarme sur le sort des enfants ukrainiens déportés vers la Russie. Dans un nouveau rapport de 55 pages publié cette semaine, les enquêteurs alertent sur les conséquences de l'invasion russe en Ukraine pour les enfants. Nous devons fournir un foyer familial et non reconstruire des orphelinats. Selon les autorités ukrainiennes, 16 228 enfants ont été déportés de force par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. Et il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que nous devons accorder une attention particulière aux crimes commis par la Russie à l'encontre de nos enfants. Les Russes tentent d'effacer l'identité nationale et familiale de nos enfants. La Russie, quant à elle, revendique, je cite, son action humanitaire pour protéger et sauver des enfants orphelins ou abandonnés. En France, la Commission des affaires européennes du Sénat a adopté à l'unanimité ce 9 mars une proposition de résolution européenne qui condamne les transferts d'enfants ukrainiens. Le procureur général de la Cour pénale internationale a quant à lui estimé que ces déportations relevaient des qualifications de génocide et de crimes contre l'humanité. Les jeux vidéo pour enfants sont devenus la cible privilégiée des hackers. C'est ce que nous révèle une enquête récente de grande ampleur menée à l'échelle européenne par l'entreprise russe Kaspersky, spécialisée en cybersécurité. Dans ce rapport, les experts nous disent que plus de 7 millions d'attaques liées à des jeux populaires pour enfants ont été détectées en 2022. Des attaques en augmentation de 57% par rapport à 2021. Des attaques qui sont commises par ces hackers et qui s'attaquent aux communautés de jeunes gamers les plus puissantes. Parmi ces cibles privilégiées, la très populaire Minecraft est devenue le terrain de prédilection des pirates informatiques, avec plus de la moitié des anomalies repérées. On retrouve aussi en haut de ce classement Roblox, le jeu de référence pour les 9-15 ans et ses 50 millions d'aficionados quotidiens. Selon Kaspersky, les pirates informatiques misent sur la naïveté des enfants pour voler les données bancaires des parents qui prêtent leurs appareils. Aux États-Unis, Donald Trump a décidé de miser sur l'éducation pour sa campagne à l'élection américaine de 2024. Cette nuit, l'ancien président américain a donné le coup d'envoi des primaires républicaines avec un meeting réputé remarqué dans l'Iowa, cet état stratégique où le vainqueur finit souvent par remporter l'investiture de son parti. Quelques jours seulement après la visite du gouverneur de Floride, son principal adversaire à l'investiture, Donald Trump a fait de l'éducation son objectif numéro 1. Il a appelé à davantage de bon sens, une éducation qui, selon lui, doit se concentrer sur la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Le but de nos écoles est d'éduquer les enfants et non de les endoctriner, a déclaré Donald Trump sous les acclamations de la foule la nuit dernière. Il a également promis qu'une fois élu, il démantèlera le ministère de l'Éducation pour redistribuer des fonctions indépendantes à chaque État. On revient en France et pour sauver une classe, des parents d'élèves ont publié les annonces sur Le Bon Coin. Ça se passe dans un petit village manchois de 700 habitants depuis l'annonce en janvier dernier de la fermeture d'une classe à Notre-Dame de Sénilly à la rentrée prochaine. Les parents d'élèves font tout ce qu'ils veulent pour manifester leur colère. Banderoles, mobilisation devant la préfecture, pétition en ligne, courrier aux députés. En l'absence de réponse, les parents d'élèves ont décidé d'innover en jouant la carte de l'humour pour exprimer leur inquiétude. Dans une première annonce publiée sur Le Bon Coin, les parents d'élèves font appel aux nouvelles familles qui pourraient venir s'installer à Notre-Dame de Sénilly. Et pour montrer
illustrer davantage leur désaccord, ils ont publié une seconde annonce afin d'éviter, je cite, que l'école ne se transforme en EHPAD. Selon les calculs des parents, il manquerait 7 élèves à l'école pour éviter sa fermeture. Une vidéo sera d'ailleurs publiée prochainement sur les réseaux sociaux pour inciter toutes celles et ceux qui chercheraient à rejoindre le village, avec un espoir de faire changer d'avis l'inspection académique qui se réunira en juin prochain pour dessiner la carte scolaire définitive dans la région. Retour en force de l'artisanat depuis ces dernières années, eh bien le tricot séduit de plus en plus les jeunes. Effectivement, tricoter en 2023 n'est plus ringard, à en croire le nombre de jeunes parmi les milliers de visiteurs présents au salon Aiguille en Fête qui s'est achevé ce dimanche à Paris. Longtemps vu comme l'apanage des personnes âgées, c'est depuis le confinement que la nouvelle génération s'est réappropriée les aiguilles et les pelotes de laine avec de nouveaux codes plus modernes. Preuve de cet engouement, des influenceurs tricot ont même vu le jour sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Edu Crochet, un adolescent de 17 ans et ses peluches, qui captive plus de 865 000 amateurs sur TikTok. J'ai tout gardé en moi, je me suis donné tant de mal, je pourrais tout flamber pour toi. Pourtant je ne suis pas pyromane, et tous les deux on fonce ça dans le mur. On va transformer la Ferrari en Lambo. Je suis flatté, tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué. Incroyable. Oui, incroyable. Et cette activité artisanale qui cartonne dans le monde entier n'est pas prête de s'essouffler à l'heure où les jeunes sont de plus en plus préoccupés par les enjeux environnementaux. Merci beaucoup, Brandon. Le député Renaissance du Bas-Rhin, Bruno Studer, est l'invité du Grand JT aujourd'hui. C'est maintenant. Bruno Studer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes député Renaissance du Bas-Rhin. J'aimerais tout de suite revenir avec vous sur les mesures votées à l'unanimité, ça fait du bien, par les députés le 6 mars dernier pour protéger l'intimité des enfants dans l'univers numérique. On pourrait avoir cette impression qu'on est protégé, qu'on est tous finalement assez, focalisés sur la sécurité de nos enfants, sur la sécurité de manière générale, responsables par rapport à ce que l'on fait lorsqu'on poste une image, etc. Eh bien, vous nous avez prouvé le contraire. C'est vous qui avez porté cette proposition de loi. En quoi cela devenait urgent ? Alors c'est urgent parce que je pense que la vie privée des enfants, elle n'a jamais été aussi, pas privée qu'aujourd'hui, pour dire les choses très simplement. Je me suis appuyé sur plusieurs chiffres. Ou-là de faits que j'ai pu constater sur les réseaux à travers les vlogs familiaux. Vous savez, ces blogs vidéo qui exposent la vie de la famille 24 heures sur 24, l'enfant qui dort, l'enfant qui est malade, l'enfant qui fait une colère, l'enfant qui est au bain, etc. Mais il y a des chiffres très parlants. À 13 ans, aujourd'hui, on estime, ce sont des extrapolations, mais qui ont été vérifiées par les journalistes ces derniers jours, qui ont fait du vrai, du faux, ils ont vérifié, fact-checké les chiffres de M. Studer. On estime qu'il y a à peu près 1300 images qui existent à l'âge de 13 ans. 13 ans, je rappelle que c'est l'âge auquel on autorise, dans la loi française, un enfant à s'inscrire sur un réseau social avec l'accord de ses parents. C'est 15 ans pour l'inscription autonome. C'est la 5e, en gros, en classe de 5e, 4e. Voilà, c'est ça. On estime qu'à cet âge-là, il y a déjà 1300 photos et vidéos qui existent sur Internet. Alors, quand vous dites on estime, j'ai vérifié, c'est pas une estimation comme ça qui est faite, qui vient de chez vous. La première estimation provient d'une étude de l'agence britannique Opinium pour la société britannique qui gère les noms de domaine, justement Nominet, et le second d'une enquête du bureau du commissaire chargé de la protection de l'enfance sur Internet en Australie. 2018 d'abord, 2015 après. Donc c'est des chiffres qui sont vérifiés. C'est des chiffres qui sont vérifiés de la même façon que les chiffres que j'ai avancés sur l'importance de la part des images qu'on retrouve sur les forums pédopornographiques, des images qui ont été publiées par les parents, tout à fait innocemment d'ailleurs, on arrive à 50%. C'est-à-dire que 50% des images qui circulent sur les forums pédopornographiques ont été initialement publiées par les parents, avec des enfants très jeunes. C'est pas des enfants de 7, 8, 10 ans, ce qui est déjà horrible. Mais là, on tombe sur des gamins qui ont 24 mois, 12 mois, et les études montrent qu'on a en plus un rajeunissement de la cible. Donc ça doit nous interpeller de la même façon que ça doit nous interpeller. Vous savez qu'un tiers des enfants qui naît a déjà une existence numérique avant même d'être né, parce qu'on a partagé l'échographie, par exemple. Oui, sauf que je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais vous mettez en ligne une échographie, vous violez le secret du droit, en fait, des enfants, finalement, à la vie privée. Oui, c'est un problème de santé. Vous ne mettez pas, vous, une de vos échographies sur Internet, vous dites « Ouh, je suis là ». Il y a un truc qui existe dans la santé, c'est le secret.
professionnel. Et donc ça, les parents l'oublient trop souvent. C'est vrai que certains parents ne se rendent absolument pas compte qu'en partageant des photos de vacances, effectivement, de leurs enfants déguisés pour une fête, par exemple, parce que c'est un partage aussi au sein même de la famille et du premier cercle d'amis, on ne se rend pas compte que ce genre de photos peut aller sur des réseaux et des sites malveillants, alors pédopornographiques évidemment, mais aussi sur des sites qui sont malveillants de manière générale et qui peuvent après être transférés sur d'autres sites. Vous introduisez donc cette notion du respect du droit à la vie privée de l'enfant, ce dont vous venez me parler. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte que lorsqu'on partage une photo de son enfant, ce n'est pas nous, mais c'est un autre être que l'on partage sur Internet. Exactement. Le droit à l'image de l'enfant, il fait partie des attributs de l'autorité parentale. Donc jusqu'à ce que l'enfant soit majeur, c'est le parent qui est titulaire de l'autorité parentale. C'est ce qui fait qu'à l'école, par exemple, on demande toujours est-ce que vous êtes d'accord pour que votre enfant apparaisse sur le site ou sur le blog de l'école. Et la loi que j'ai déposée ici, ça vient dire aux parents que c'est leur rôle, que c'est une de leurs grandes missions. En étant parent aujourd'hui, c'est pas facile à l'ère d'Internet d'être parent. C'est une de leurs grandes missions que de protéger la vie privée à travers notamment l'image de leur enfant. Parce que quand on parle de l'image, on parle pas juste du visage de l'enfant. Parce que souvent on dit le droit à l'image, c'est le visage. Bon, non, c'est le nom du doudou, c'est la décoration de la chambre, c'est l'adresse. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, vous savez, les pédophiles, comment ça fonctionne ce sont des gens qui peuvent flasher sur des enfants, qui peuvent ensuite se mettre à la recherche d'informations. Et plus vous en mettez sur Internet, plus vous prenez le risque que ces informations elles fassent l'objet de mésusages pédopornographiques. Mais après, on peut aussi parler du harcèlement, au-delà du fait que, quand même, moi je sais pas, moi je suis papa, parfois je prends des photos à la maison, mes enfants ils me disent cette photo tu l'effaces parce que je me plais pas. Et si je l'efface pas parce que je la trouve trop mignonne et qu'ils la retrouvent sur mon téléphone, ils sont pas contents. Alors imaginez si vous l'avez publié sur Internet. Oui, ça c'est un autre sujet effectivement. Mais là on parle de la protection et de la sécurité. Oui, mais en fait c'est la même chose. C'est derrière la notion de la vie privée. C'est ça. Il y a des questions de protection par rapport à des mésusages, mais il y a aussi la question globale de la vie privée. C'est effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'image de quelqu'un d'autre que vous partagez. Cette proposition de loi, je le disais, qui a été adoptée à l'unanimité donc le 6 mars dernier à l'Assemblée, elle doit maintenant être examinée au Sénat. Ouais. Vous proposez également une sanction même pour les parents qui diffusent en permanence des images. Vous parliez tout à l'heure des vlogs. Ouais. Voilà, ces blogs, donc en fait ces sites, mais qui partagent des vidéos. Les parents ne se rendent peut-être pas compte, mais afin qu'ils se rendent compte et qu'ils prennent position, il faut passer par la sanction. Maintenant, ça sera toujours au juge de déterminer. Moi, je dis au juge aux affaires familiales, je lui mets un nouvel outil dans la loi, en lui disant que dans les cas d'atteinte grave à la dignité de l'enfant par la diffusion d'images, le juge peut effectivement retirer le droit à l'image de certains parents qui iraient trop loin. Et à ce moment-là, on met le droit à l'image à une tierce personne. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être une personne du système de protection d'enfance. On introduit cette notion de tiers, mais ça c'est vraiment pour les cas les plus extrêmes. Mais vous en parlez très bien. Les vlogs familiaux, c'est quand même H24 parfois. Et encore une fois, l'enfant dans son sommeil, l'enfant qui va sur le pot, l'enfant qui fait des colères, etc. Puis il y a la question des pranks. L'autre sujet, c'est les pranks. En bon français, les canulars. Un des plus connus, c'est quand même le caca Nutella. Enfin, je veux dire, quand vous avez une influenceuse qui a 6 millions d'abonnés sur Instagram, qui fait un prank caca Nutella à son enfant, qui le fait pleurer en lui faisant croire que c'est du caca qu'elle a sur la main, qu'elle lui étale sur le visage, sur les mains, avant de lui révéler, parce que c'est quand même une blague, que c'était pas du caca mais du Nutella, l'enfant, il va se regarder comment... Mais est-ce que là, on ne parle pas plutôt, pardon pour cette jeune femme, ouais, certainement charmante, mais de bêtises humaines, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement de blagues ratées. Et effectivement, ce que je veux introduire par là, c'est cette notion de parents qui ne se rendent absolument pas compte. Bien sûr. De l'impact effectivement sur ces enfants. Et c'est justement pour ça que vous proposez cette loi. Il faut passer par une loi pour que vraiment on prenne conscience. Mais en tout cas, il ne faut rien économiser. Vous savez, la France, c'est le pays de la loi. C'est-à-dire que, et puis, vous savez, quand on est parlementaire, on n'a pas 36 000 façons de mettre un sujet dans le débat public. Et donc, la loi, elle permet cela, parce qu'elle intéresse ensuite les journalistes. C'est un sujet qui a fait... Moi, j'étais même surpris. C'est vrai que ça a fait la une de nombreux journaux télévisés. Il y a des retours presse là encore ce matin, au Vietnam. Enfin, c'est pas rien. Et puis, à un moment donné, permettre aux juges aux affaires familiales d'aller jusqu'à la sanction pour les gens qui abusent de ce droit à l'image, je pense que c'est un outil en plus. Vous savez, la loi, elle ne va jamais tout résoudre. Moi, je dis souvent, parce que j'ai travaillé sur la question du contrôle parental, la loi, elle ne peut pas dire il est interdit de mettre un téléphone portable dans la chambre de vos enfants la nuit, alors qu'on sait qu'un tiers des ados se réveillent la nuit pour voir s'ils n'ont pas de notifications. Vous imaginez le truc. Mais par contre, la loi, elle peut dire, OK,
noir sur blanc, comme d'ailleurs ce qu'on avait fait sur la fessée à l'époque. On a marqué dans la loi, c'est interdit d'éduquer son enfant de façon violente, que ce soit psychologique ou physique. Voilà. Et parfois, il y a une petite fessée qui peut traîner à la maison. Ça peut arriver. C'est pas pour ça que vous avez une peine. Vous n'allez pas aller en prison. Vous n'allez pas avoir une amende parce que si c'est trop. Non, mais on rappelle que c'est interdit. Toute forme de violence, c'est interdit. Exactement. Et les enfants, ils le savent. Dans les cours d'école, ça se sait. Et moi, mon objectif, c'est aussi que les enfants, ils puissent dire à leurs parents, la loi, elle dit que tu n'as pas le droit de publier sans mon accord. Alors les gens me disent, oui, mais si l'enfant est trop petit pour donner son accord, mais abstenez-vous. Abstenez-vous de publier une photo de votre enfant s'il est trop petit. Il y a éduquer les enfants, certes, mais aussi éduquer les parents, car il y a une proposition de loi, et je le comprends tout à fait, et vous en parlez très très bien, effectivement, qui est fort intéressante, adoptée encore une fois à l'Assemblée et examinée bientôt au Sénat. Mais il y a aussi cette idée, tout simplement, de l'éducation au jour le jour, dans les écoles, au sein des familles. Comment peut-on faire pour que tout le monde comprenne l'urgence par rapport aux réseaux sociaux, qui peuvent être... Par ailleurs, je le répète, on va faire les vieux cons. Bien sûr. Qui peut être très intéressant. Absolument. Il y a beaucoup de choses formidables aussi. Absolument. Ouais. Mais en fait, il faut juste savoir qu'il y a des règles à respecter sur Internet, qui sont des règles qui parfois s'imposent à nous dans la vie réelle. Vous savez, moi j'ai porté la loi sur les enfants influenceurs en 2020 en rappelant une règle qui est que le travail des enfants c'est interdit, y compris sur Internet. Et pour l'image de votre enfant, il faut juste que les gens prennent le réflexe finalement de se dire je donne pas mon image à quelqu'un que je connais pas. Et je donne encore moins l'image de mon enfant à quelqu'un que je ne connais pas. Vous savez, on parle de parents là qui eux-mêmes ont eu des parents qui ne connaissaient pas Internet. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu leur transmettre ces bonnes habitudes ? C'est bien ça. D'où ma question, comment faire pour pouvoir les éduquer ? Comment faire ? Avec le travail d'associations, associations comme Caméléon, comme l'Open, comme e-Enfance, qui font de la sensibilisation en faisant des communications aussi de la part du gouvernement, en faisant de l'éducation dans les écoles, parce qu'il y a des choses... Après, vous savez, c'est toujours intéressant de voir ce que les enfants font comme réflexion une fois qu'ils ont été sensibilisés à l'école. Moi, je suis assez frappé de voir que parfois, ce sont les enfants qui rappellent aux parents les bonnes règles sur la route. Allez, ou l'engagement citoyen aussi. Ou l'engagement citoyen. Mais papa, tu conduis avec les deux mains parce qu'ils ont entendu quelque chose à l'école. Demain, à l'école, peut-être qu'ils entendront des professeurs qui auront été formés, je l'espère, au sujet du droit à l'image, etc. C'est extrêmement intéressant. Vous savez, le code civil que je modifie avec cette loi, c'est aussi ce qui est rappelé par le maire quand il y a des gens qui décident de se marier. Il y a encore des gens qui se marient en France, y compris il y a des gens qui se marient qui ont eu déjà des enfants ou qui en auront après. Le code civil et le maire ou l'adjoint maire rappellent des passages qui définissent ce que c'est que l'autorité parentale et quelles sont les grandes missions du parent. Donc il faut que la société s'en empare. Encore une fois, et vous l'avez très bien dit, surtout pas diaboliser les réseaux sociaux, c'est pas l'enjeu. Il y a des trucs formidables. Mais savoir les utiliser intelligemment. Exactement. On parlait de la majorité justement numérique à l'âge de 15 ans, qui effectivement est aussi importante, qui va aider à lutter contre la haine en ligne, car elle existe, cette haine en ligne. Est-ce que vous y croyez réellement à la majorité à l'âge de 15 ans ? Est-ce qu'à appliquer, ça va être simple ? Non, alors déjà, appliquer la loi, c'est jamais simple. Et c'est pas parce que la loi existe qu'elle est toujours respectée. Donc, encore faut-il réellement qu'elle existe ou pas dans ce cas ? Oui, il faut qu'elle existe parce que, après, nous, notre travail, c'est aussi de veiller à son application. Et vous voyez, on avait voté il y a quelques mois maintenant déjà la question de l'accès aux sites pornographiques. Pour les, on va en parler justement après. Du coup, on met la pression sur le gouvernement pour qu'on trouve les moyens pour appliquer ces textes qui ne sont pas faciles parce qu'on parle d'entreprises qui sont très souvent pas françaises. Puis après, ça pose la question... ultime concernant les réseaux sociaux et Internet, c'est la vérification de l'âge. Parce que derrière la vérification de l'âge, vous avez la vérification de l'identité qui heurte le principe d'anonymat. Et on est tous très attachés à la question de l'anonymat. C'est d'ailleurs un paradoxe, parce qu'on donne toutes nos informations à des entreprises privées et on ne souhaite pas que l'État soit à la manœuvre pour vérifier l'identité des personnes. Par contre, pour les donner à Google ou TikTok, qui fait de ces données ce qu'ils veulent d'ailleurs, qui les envoie en Chine, etc., là, on se pose moins de questions. Donc, la question de l'application sur la majorité numérique, c'est très clairement de dire que sur les plus grandes plateformes, elles vont avoir l'obligation de mettre en place des moyens pour vraiment vérifier que la personne qui veut s'inscrire, elle a l'âge requis. De la même façon qu'on est en train de trouver la solution pour que les sites pornographiques
mettent en place des moyens pour vérifier que les gens qui veulent les consulter soient bien majeurs. On va en parler justement de la pornographie. Je voudrais revenir à ce que vous avez dit par rapport aux influenceurs. Les influenceurs, certains ont plus de 16 ans, d'autres sont encore justement dans cette limite 15-16, d'autres encore moins. Mais là, on en a carrément parlé. On est vraiment dans le cadre des mineurs et là, on parle de cette majorité numérique à 15 ans. Donc entre 15 et 16 ans, beaucoup sont influenceurs, donc encore mineurs, mais gagnent de l'argent avec ce qu'ils font. Comment on va faire? Ils ont moins de 16 ans, donc le travail des enfants, c'est interdit, sauf dérogation. Et donc, c'est-à-dire que la loi est très claire. Si vous voulez travailler, vous avez moins de 16 ans, il vous faut une dérogation accordée par une préfecture. C'était le régime qui existait pour les enfants du spectacle ou les enfants mannequins, les enfants acteurs, par exemple, et qu'on a étendu aux enfants influenceurs ou enfants youtubeurs. Donc, et c'est aux parents de faire attention à cela aussi. Puis ensuite, c'est de la surveillance de la part de l'administration fiscale, de la part de l'administration déconcentrée chargée de la protection de l'enfance. Ça n'est pas des choses faciles, mais vous savez, vraiment, c'était important. Le travail des enfants avant 16 ans, c'est interdit, sauf dérogation. Il y a des dérogations qui existent, on les demande et on les obtient, sinon on est hors de la loi. Vous parliez juste avant de la pornographie, la question se pose évidemment, et tout ça est effectivement lié. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette loi, bien entendu, pour pouvoir justement légiférer ce que l'on met, ce que l'on poste sur Internet comme photos d'enfants, pour le droit à l'image, justement, à la vie privée de ces enfants, mais aussi pour ce qui peut arriver, et aussi l'accès à la pornographie. Les enfants, les jeunes, les moins jeunes, nous, avons accès globalement à tout aujourd'hui sur Internet. Il existe des restrictions que les parents peuvent mettre, mais aussi cette restriction que l'on cherche par rapport à l'accès à la pornographie, qui donc, on espère, nécessitera bientôt une installation particulière, voilà, pour, l'installation d'une application pour pouvoir prouver, vous l'avez dit, sa majorité. Évidemment, on va pouvoir accéder à ces contenus d'une autre manière. Comment va-t-on faire pour réellement restreindre? Est-ce qu'on n'est pas encore en train de légiférer un peu, mais pour rien, ou en tout cas de se poser des questions dont on sait que finalement, elles vont être déjà détournées avant même qu'elles existent? En fait, vous l'avez très bien dit, c'est le mot restreindre. Parce que vous savez, quand on a envie d'accéder à la pornographie, aujourd'hui comme avant, on y arrive. Vous voulez prendre plusieurs virages, ce sera évidemment, plus compliqué, mais c'est-à-dire qu'avant, le buraliste marchand de presse était chargé de vérifier l'identité de la personne, mais rien n'empêchait à la personne qui avait acheté, qui était majeure, de passer le magazine ou la cassette vidéo à quelqu'un qui était mineur. Donc, et la personne qui avait envie d'y accéder à la pornographie, elle y arrivait. Je pense que c'est fondamentalement d'ailleurs lié à l'âge à un moment donné. Voilà, ce sont des choses qui intéressent et c'est normal. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Là, il y a quand même une question, c'est que c'est tellement facile aujourd'hui qu'il n'y a pas de restriction. Et notamment, vous tombez dessus parfois par accident. Évidemment que lorsque vous allez chercher, vous savez, des sites Internet, avec la neutralité de l'Internet, il y en a des millions qui existent. Il faut juste rendre cela plus compliqué pour que la rencontre soit la plus tardive possible et la moins accidentelle possible. Alors l'accès plus compliqué, on parle effectivement d'un recours à un tiers de confiance, alors une banque ou une assurance ou quelqu'un qui pourrait avoir cette responsabilité-là de passer. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est fiable? Oui, en fait, il s'agit de faire vérifier par une entreprise tierce à laquelle le site Internet en question s'adresse pour savoir si la personne a effectivement l'âge requis. Donc il faut s'assurer que tout cela permette de garantir l'anonymat, ce qui est très important parce que on n'a pas envie de prendre un risque sur la révélation de la préférence sexuelle d'un tel ou d'un tel, de l'orientation sexuelle d'un autre, etc. Donc moi je pense que ça va fonctionner. Encore une fois, ça ne sera pas miraculeux. Je veux vraiment être très clair là-dessus. On sait très bien qu'il y aura des trous dans la raquette. Mais il faut que ça... Vous savez, c'est pas normal aujourd'hui qu'un enfant qui fasse une recherche, je ne sais pas moi, assez innocente au fond. Vous cherchez fille toute nue sur Internet. C'est assez innocent comme recherche. Fille toute nue? Fille toute nue. Je ne sais pas si c'est innocent, mais enfin... Enfin, il y a un âge à partir duquel... et en même temps, il cherche une fille toute nue. Il ne cherche pas une fille en train de se faire, je ne sais pas... Voilà. On pourrait dire. Mais par contre, il tape ça et dans le site, le moteur de recherche, il va montrer des images qu'il n'avait pas imaginées. Et d'ailleurs, il y a une vraie différence entre la représentation de la femme toute nue, quand vous faites la recherche, et de l'homme tout nu. Mais
Et on parlait de l'école, etc. Mais quand vous avez des cours c'est déjà tellement difficile de faire des cours d'éducation à la sexualité ou à l'affection, puis vous tombez sur un site internet où vous montre la femme, une femme objet, complètement dominée, tout. Enfin. En fait, la vraie question dont vous parlez, finalement, c'est l'éducation, finalement, à la sexualité. Comment parler de sexualité autrement, sans tomber, effectivement, dans la pornographie qui n'existe pas, dans quelque chose qui n'est pas réaliste. Comment pouvoir parler, effectivement, du corps, de sexe, d'amour. C'est tout l'objet des cours d'éducation à la sexualité qui doivent être faits dans les établissements et qui ne sont pas pour la plupart. Parce que c'est pas facile. D'abord, c'est pour les adultes qui doivent le faire, c'est pas facile. Ni pour un prof, ni pour un parent d'ailleurs. Enfin, parler de ça avec son enfant, c'est pas facile. Il faut plus de formation pour les enseignants en tout cas. Il faut plus de formation. Il faut même réfléchir, je pense, au terme même d'éducation à la sexualité, parce qu'il y a aussi des écoles où quand il y a cours moi j'ai vu des rumeurs partir dans le quartier, etc., où les enfants n'étaient pas envoyés à l'école parce qu'il y avait soi-disant cours d'éducation à la sexualité, et puis alors tous les fantasmes qui vont derrière. Donc il faut peut-être même réfléchir à la façon dont on aborde ce sujet. Certainement d'ailleurs peut-être faire intervenir plus d'intervenants extérieurs, parce qu'encore une fois, pour n'importe quel adulte, ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder comme cela. C'est vraiment pas facile. Donc, Alors, on en parle de tout ça. On est, nous, parents ou adultes, un peu terrifiés. On se pose des questions. Vous proposez cette loi. Quand je le rappelle, l'Assemblée la vote. Le Sénat, enfin les sénateurs, donc, y réfléchissent. On va parler de santé mentale, clairement, de cette société. Les réseaux sociaux, la violence qu'on peut y trouver, le Covid, la guerre, enfin bref, tous ces chiffres terrifiants que l'on voit. Du coup, entre 2014 et 2021, la consommation de médicaments psychotropes par les enfants et les ados a bondi. Et je vais vous donner des chiffres. Plus 62%. Donc je parle en 7 ans. 62% pour les antidépresseurs, 78% pour les psychostimulants, plus 155% pour les hypnotiques et les sédatifs. Je pense que les ados vont mal aujourd'hui. En 2020, Emmanuel Macron l'avouait lui-même. Il disait « Il est difficile d'être jeune en 2020 ». Alors en 2023, c'est quoi ? C'est une source de préoccupation pour la personne que je suis. Parce que je suis comme tout le monde, je suis comme vous, je vis dans la société, je vois aussi... En tant que citoyen, en tant que député, en tant que papa aussi. Oui, bien sûr, évidemment. On a beaucoup d'interrogations. Et puis en tant qu'amis, d'amis qui ont des enfants qui sont en difficulté. Donc on a mis en place des consultations plus faciles chez les psychologues. Mais on a là effectivement un défi assez immense qui touche nos enfants, mais qui touche aussi beaucoup les adultes. S'agissant de nos enfants, c'est encore plus inacceptable, parce qu'on aimerait qu'ils ne se posent pas toutes ces questions. Et surtout parce que ce sont les citoyens de demain qui vont aussi aider et porter les adultes que nous sommes. Oui, bien sûr. Donc vous, en tant que député, vous ressentez cette charge, cette responsabilité-là ? Oui, bien sûr. Je crains qu'il n'y ait pas de solution facile à ce sujet. Mais des solutions, oui ? Des solutions, oui, évidemment. Il faut, quand les enfants ne se sentent pas bien, qu'ils puissent avoir un meilleur accès aux professionnels. On a une médecine scolaire qui est sinistrée, il ne faut pas se le cacher. On a un accès aux psychologues qui a été quand même largement facilité. Il faudra voir aussi si ça porte ses fruits, parce que là, en plus, on a eu quand même la violence du Covid, la violence ensuite de la guerre qui revient. Donc tout ça, ce sont des chocs. Plus Internet, qui, mine de rien, bouleverse complètement notre façon d'aborder ces sujets. Parce que, des enfants qui ont eu des chocs dans la vie, dans l'histoire, il y en a, et qui se sont relevés. Donc, la question, c'est, il faut aussi, je pense, tenir un discours quand même optimiste par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a un devoir des adultes d'être optimistes. Mais franc. Oui, mais optimiste. Voilà. Merci, on va rester sur cette dernière note optimiste, Bruno Studer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député Renaissance du Bas-Rhin. On marque une courte pause, on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire. C'est une volonté.
Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Baptiste Dufour. Bonjour. Bonjour. Merci Baptiste d'être avec nous. Vous êtes responsable communication de l'organisme de formation à impact social Pop School et vous nous présentez Ma Prépa Numérique. Tout est dans le terme, tout est dans les mots. Ma Prépa Numérique, une plateforme d'e-learning pour se tester au métier du numérique avant de se lancer. C'est vrai qu'il faut s'y tester parce qu'on n'y comprend rien en fait globalement quand on n'est pas dedans, c'est ça ? C'est très difficile, en effet, c'est très nébuleux. La filière du numérique, ça se renouvelle tellement rapidement. C'est difficile, en tout cas pour les personnes qui souhaitent en faire leur métier, d'identifier quel métier ils peuvent exercer. Alors les élèves justement avaient jusqu'au 9 mars pour déposer leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Pour beaucoup, les choix ne sont pas faciles à faire. Et donc vous proposez de découvrir justement tous ces métiers du numérique, sachant que la plupart des éducateurs, enseignants, spécialistes de l'éducation qui sont venus sur ce plateau me disent tous qu'en gros, dans 7 ans, en 2030, 85% des métiers connus feront partie ou seront des métiers du numérique. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'on dit du coup chez Pop School depuis maintenant pas mal d'années, depuis 7 ans. C'est que le numérique, il est déjà dans nos vies et il le sera encore plus demain. Il sera du coup dans les différents métiers. Et du coup, c'est intéressant quand on est lycéen, quand il faut faire des choix, là notamment avec Parcoursup comme vous l'évoquiez, de commencer à bidouiller, à développer, à voir les différents métiers qui existent. Alors, vous pouvez nous en citer quelques-uns parce qu'on connaît vraiment les métiers classiques, c'est-à-dire développeurs, effectivement, ou les métiers simples du numérique. Mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques idées qu'on n'aurait pas, nous, journalistes ou spectateurs qui nous regardent aujourd'hui ? Alors déjà, il faut savoir, dans la filière du numérique, il y a différents domaines. Il y a toute une branche qui est en vogue et qui recrute énormément actuellement, qui concerne la cybersécurité, le domaine de la cybersécurité, de la sécurité informatique. Là, on pourrait prendre toute la soirée pour évoquer, pour lister les différents métiers, mais il y a des architectes réseau, il y a des techniciens réseau. Après, on a aussi le domaine de la communication digitale qui va recruter énormément. Alors, on va connaître les métiers. Le community manager, c'est un exemple qui parle de plus en plus, mais on a par exemple ceux qui vont travailler le référencement des sites, qui vont référencer les produits. Enfin, il y a vraiment pas mal de métiers. Alors, ceux qui veulent se lancer souvent dans le numérique se disent c'est un métier qui m'intéresse. Et puis, il y a aussi ceux pour qui, comme vous le disiez, ce sont des métiers qui recrutent, donc essayent de se lancer dans cette voie-là. Mais est-ce qu'il faut avoir des prérequis? Est-ce qu'il faut avoir une fibre pour la technologie? Alors, il faut avoir une fibre pour la technologie, ça c'est sûr. Par contre, nous, ce qu'on dit chez Pop School, c'est qu'il faut simplement être motivé. Pas besoin d'avoir prérequis en amont d'un parcours chez nous. Le but est bien de faire des études, de suivre une formation, c'est bien de développer de nouvelles compétences. Donc, il faut être motivé. Par contre, il est nécessaire, c'est d'où l'intérêt de ma prépa numérique, de bien identifier les différents métiers sur lesquels on veut se lancer. Sinon, c'est là que ça va être un échec. Après, c'est pareil pour n'importe quel métier, mais c'est encore plus dur dans le numérique parce que, comme vous le disiez, il y a X métiers qui n'existent pas encore dans le domaine. Ça évolue en permanence. Donc, l'idée vraiment,
qu'on vous souhaite travailler chez PopSchool, c'est bien identifier le métier qui correspond à chaque personne qui souhaite se lancer. Et alors, en combien de temps on identifie, comme vous dites, combien d'heures et par quels moyens ? Alors, il y a différents moyens. Déjà, Google et nos amis, hein, on peut rechercher sur Internet. Nous, ce qu'on a voulu avec ma prépa numérique, c'est de permettre aux personnes d'avoir un parcours de 30 heures pour vraiment découvrir 4 domaines. Les 4 domaines, c'est le domaine de la cybersécurité, du développement web, de la communication digitale et du web design. Pendant ces 30 heures, il y a du coup par exemple une partie qui est très technique, et après on a aussi des interviews avec des professionnels qu'on a pu rencontrer, qu'on rencontre tout le temps en réalité, et qui viennent témoigner pour vraiment aussi expliquer après c'est quoi le quotidien de quelqu'un qui va travailler le référencement d'un site internet. Donc c'est aussi une façon de mettre en relation un réseau finalement d'entrepreneurs, de ceux qui auraient pourquoi pas engagé ou proposer des stages, parce que finalement en classe de 3e on propose des stages pour les bacs professionnels aussi. Donc peut-être que c'est une façon de mettre en relation tout ce peu joli petit monde du numérique. C'est exactement ça. Après, c'est vraiment l'idée, hein, vraiment faire réseau, faire profiter l'écosystème qu'on a pu avoir développé dans le monde de la formation avec les entreprises et le mettre là à contribution d'une communauté différente, c'est-à-dire les jeunes lycéens, les lycéennes, les personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent faire, comme vous disiez, des stages découverts, par exemple. C'est facile une reconversion dans le numérique. Enfin, il faut quand même pas avoir les compétences au départ dans ce monde-là. Alors, c'est pas facile, rien n'est facile. C'est pas facile, mais il faut vraiment être motivé. Nous, sur les 3000 apprenants qu'on a pu avoir depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a des personnes qui n'avaient vraiment jamais, si je prends le métier de développeur web, développé. Et pourtant, aujourd'hui, 5 ans après, ils sont dans des grosses boîtes en tant que dev full stack, et là-dessus ce sont des réussites. Après, bien sûr, ce que je disais, c'est qu'il faut quand même un minimum déjà quand même savoir utiliser, je vais dire des banalités, mais il faut les dire, savoir aimer passer du temps sur son PC, aimer aller chercher des choses quand on n'a pas forcément les réponses, aimer s'auto-former, parce que c'est ça aussi qui est important dans le domaine du numérique aujourd'hui. Mais sinon, après, nous, on recrute vraiment sans prérequis. Brenda Moret avait une question pour vous. Et comment justement vous les motivez, ces jeunes qui hésitent à se lancer dans les métiers du numérique? C'est assez compliqué, c'est assez flou. Vous leur donnez quelle piste à ces jeunes-là? Pour les motiver? Oui. Vraiment? Pour les motiver, nous, ce qu'on leur conseille, c'est vraiment de faire déjà de se tester en amont d'une intégration dans un parcours de formation. Donc déjà, ils vont lever tous les freins et toutes les questions qu'ils vont avoir sur le fait de est-ce que, par exemple, rester toute une semaine devant mon PC à coder, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que, on dit souvent, par exemple, pour être dev, il faut être bon en maths. Nous, on va essayer de lever certains préjugés. Après, bien sûr, pendant la formation, on va y aller petit à petit, on va ramener des nouvelles notions, développer de nouvelles compétences avec eux. Mais l'idée, ça va vraiment être dans un premier temps de leur dire teste-toi, regarde si c'est fait pour toi. Je dis pas on a des personnes du coup qui se lancent et c'est super. Après, il y a clairement aussi une part qui se disent non, en fait, clairement, les métiers numériques, c'est pas fait pour moi. Et peut-être que aussi c'est dû au fait que dans beaucoup, la plupart d'ailleurs des collèges et lycées de France, le numérique est absent malheureusement, et donc ils n'ont pas la connaissance requise, ou du moins peut-être que certains ont la chance d'avoir un ordinateur à la maison, mais c'est pas le cas de tous les étudiants. On pourrait peut-être pousser davantage. Est-ce que vous militez pour ça auprès des gens d'éducation que vous rencontrez? Ouais, tout à fait. On milite, on travaille. L'idée, c'est aussi de travailler avec eux. On a parlé avec certains rectorats, certaines académies pour vraiment pour leur présenter cette plateforme e-learning. Ils trouvent que c'est vraiment intéressant. Maintenant, le domaine d'éducation nationale, il faut faire avec eux. Il faut qu'on adapte nos contenus, mais il y a un vrai intérêt aujourd'hui en
en tout cas pour les plateformes, on a fait aussi, il y a vraiment aussi des personnes qui sont intéressées, c'est les parents d'élèves qui ont pour faire les salons, les différents salons pour trouver sa formation post-bac, où les parents d'élèves vraiment conseillent à chaque fois leur enfant, ils disent, bon bah tu vas le faire là en rentrant à la maison avant de te lancer sur un parcours de plusieurs années. Quand on parlait d'un domaine qui est vraiment en phase de recrutement aujourd'hui, 80 000 emplois non pourvus dans le numérique chaque année, c'est dû à quoi selon vous ? C'est dû en tout cas selon nous, c'est dû à plusieurs choses. La première chose, c'est que bien c'est un domaine qui explose, hein, comme on le disait précédemment, et du coup pour répondre à cette explosion, c'est que clairement on n'a pas assez aujourd'hui de personnes qui ont les compétences, qui ont les diplômes pour. Du coup, nous, le parti pris chez PopSchool, c'est qu'on dit aux entreprises, arrêtez de regarder uniquement les personnes qui vont avoir des diplômes, mais regardez, faites le choix aussi des compétences. Regardez ceux qui font pas des parcours, du coup on va dire plus traditionnels, scolaires, post-bac, ils sont utiles, hein, mais on a aussi des personnes qui peuvent répondre à vos besoins immédiats. Donc je pense en tout cas que si on faisait ce choix de regarder davantage les compétences, déjà ce chiffre il serait peut-être un peu plus bas. On regarde les compétences et on passe par la plateforme Ma Prépa numérique et comme ça on est enfin formé. Seule et dernière question, c'est que le souci dans les métiers du numérique, c'est souvent que c'est concentré dans les grandes villes. Alors en l'occurrence en France, Paris et les grandes villes. Comment faire justement pour que on puisse comprendre qu'en fait le numérique est partout et justement l'attrait du numérique, c'est qu'on puisse travailler justement à distance et pourquoi pas en pleine campagne. Ouais, tout à fait. Le numérique aujourd'hui, il est partout. Alors le parti pris, nous, vraiment, en plus chez PopSchool, c'est d'être sur des territoires. Je vais vous dire qu'on est dans des écosystèmes numériques à Lens, au pied du stade Bollaert. On fait la même chose dans le Valenciennois. On fait la même chose à Nancy. C'est pas des lieux qui sont identifiés pour avoir énormément de besoins, de ressources numériques. Et pourtant, sur ces territoires que je viens de citer, nos apprenants sont embauchés après leur formation sur ces territoires. Et après, comme vous le disiez, il y a aussi d'autres façons aujourd'hui de travailler. Post-Covid, on ne va pas en parler pendant des minutes, mais le télétravail, ça c'est quand même aussi bien généralisé. Donc il y a la possibilité d'exercer à distance ces formations. Et il faut dire aussi qu'on peut se former maintenant de plus en plus au numérique, sur des territoires qui ne sont pas forcément des grandes villes. Merci beaucoup Baptiste Dufour d'avoir été avec nous sur School TV pour nous parler justement de cette plateforme, donc Ma Prépa numérique, plateforme d'e-learning pour se tester au métier du numérique avant de se lancer. Merci. Merci à vous. Cher Brandon, c'est à vous avec la chronique Vue à l'étranger. Vous êtes prêts ? Prêt. Allez. Brandon, aujourd'hui, dans votre chronique Vue à l'étranger, vous nous emmenez en Angleterre, là où le gouvernement a décidé de réformer son éducation sportive. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est une réforme qui prend des allures de la Révolution. Lorsqu'on fait la Révolution en Angleterre, forcément, on ne la fait pas à moitié, l'histoire s'en souvient. Le gouvernement britannique a profité de la journée internationale des droits des femmes pour lancer de nouvelles mesures visant à améliorer la pratique du sport à l'école. Et qui dit réforme, forcément, Virginie, dit argent. Le gouvernement britannique a sorti le carnet de chèques pour inscrire un montant à 9 chiffres. 622 millions de livres sterling investis dans le sport à l'école et les activités extrascolaires jusqu'en 2025, donc pour les 2 prochaines années. Autre mesure très importante, chaque établissement devra proposer au moins 2 heures de sport par semaine, comme c'est déjà le cas en France. Ici, c'est une révolution puisque jusque-là, les établissements avaient leurs propres règles. Les filles pourront également pratiquer les mêmes sports que les garçons. En plus de ces principales réformes, un nouvel outil digital sera proposé aux établissements afin de leur proposer de mieux utiliser l'argent investi. Mais alors, qu'est-ce qui explique cet élan de générosité de la part du gouvernement ? Que se passe-t-il ? Peut-être parce que le gouvernement en avait marre de rentrer bredouille après chaque Coupe du Monde de football. Peut-être aussi parce que les joueurs de l'équipe d'Angleterre se voyaient déjà rois à Doha en hiver dernier. Mais en réalité, il y a une réalité beaucoup plus profonde à cela. Il faut monter à 2022, à l'été 2022, puisque c'est à ce moment-là que les joueuses de l'équipe d'Angleterre ont remporté leur premier titre. C'est d'ailleurs le premier titre depuis 1966 pour l'Angleterre. Donc à partir de ce moment-là, les joueuses ont décidé de réformer leur discipline. Elles ont envoyé une lettre aux 2 futurs successeurs du
Premier ministre Boris Johnson de l'époque, donc Liz Truss et Rishi Sunak. Et l'objectif de ces joueuses, c'est de réformer le football. Elles disent dans cette lettre, le rêve de 23 femmes est devenu réalité, mais nous voyons seulement ça comme le commencement. Nous voulons que toutes les jeunes filles dans notre pays soient capables de jouer au football à l'école. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en Angleterre, selon les chiffres de la Fédération anglaise de football, seulement 63% des écoles offrent aux filles la même possibilité que les garçons de jouer au football que dans les cours d'éducation physique, un chiffre qui baisse à 41% dans les écoles secondaires. Et alors que tout avait bien commencé par une simple conversation officieuse dans un quart après la victoire des joueuses à l'Euro 2022, un an plus tard et cette lettre, leur engagement leur permet aujourd'hui de construire un héritage. Nous sommes très fiers et heureuses de vous annoncer que nous avons accompli la première étape vers la construction de notre héritage. Toutes les filles qui vont à l'école peuvent désormais jouer au football, en cours de sport pendant la récréation, mais aussi après les cours. Et elles peuvent elles aussi rêver de devenir des lionnes. Nous vous remercions pour votre soutien et aussi le soutien de nombreux enseignants et écoles à travers le pays. Nous avons hâte de voir ce que va devenir la construction de cet héritage. L'impact va être énorme, ce n'est que le début. Les joueuses ont même reçu le soutien du big boss de la sélection anglaise, Gareth Southgate. C'est le patron, il est vénéré en Angleterre, partout dans le pays. Il dit « L'égalité d'accès des filles au plus grand nombre des sports est une question de bon sens. Les joueuses ont tout fait pour le rendre accessible aux jeunes et c'est un pas en avant. » Mais oui, un grand pas en avant qui s'est célébré en grande pompe dans tout le pays, hein, c'est ça? Effectivement, puisqu'à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les joueuses de la Fédération ont organisé la plus grande session de football en simultané dans le cadre de la campagne Let Girls Play, laisser les filles jouer, avec un record de 280 000 filles dans toutes les écoles de l'Angleterre. Mais ce qui a surtout marqué les esprits, et ça c'est une invitation originale, puisque une séance de football a été organisée au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique. Alors, on ne sait pas si c'est de la communication ou si c'était vraiment investi dans cette action, mais le Premier ministre Rishi Sunak s'est vraiment pris au jeu. Il a l'air vraiment investi à ce moment-là. On lui a même confectionné un maillot pour l'occasion. On peut dire entre nous qu'ils auraient quand même pu lui offrir un maillot avec le numéro 10 qui rappelle le numéro de sa rue et forcément... Ah, le 10 Downing Street. On aime bien le numéro 10, nous, en France aussi, donc quelque part, ça aurait pu... Oui, c'est Kylian Mbappé. Et puis justement aussi de rappeler l'importance du joueur sur le terrain. Mais maintenant que le Premier ministre Rishi Sunak s'est occupé de bien réformer le football anglais depuis la base, on peut maintenant lui conseiller de s'attaquer au rugby, car après l'humiliation vécue par les joueurs de l'équipe d'Angleterre samedi par l'équipe de France, on peut se dire que maintenant, s'il y a des joueurs, des jeunes anglaises qui souhaitent s'initier au rugby, on pourra dire que quelque chose ne tourne pas rond sur la planète rugby. Bravo, quel jeu de mots. Brandon Moret, donc je vous le dis, nouveau conseiller du Premier ministre britannique. Le voilà ici même. On parlait des Lions juste pour info, hein, c'est le surnom qu'on donne effectivement aux footballeuses d'Angleterre, à l'équipe en question. Merci beaucoup pour cette chronique, Brandon. C'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Alban Bartoli. Un moment marquant ou clé dans ta scolarité? Un moment marquant ou clé, y a un moment marquant, ça a été, d'ailleurs je le raconte dans mon bouquin, c'est mon rapport avec les bulletins de notes. C'est-à-dire que comme ma mère était très 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 sévère, au niveau de l'école en tout cas, parce qu'en plus je viens d'une famille où l'éducation est hyper importante, parce que ma mère et ma belle-mère ont acheté une école privée, donc toute ma vie, elles l'ont tenue pendant 20 ans, donc toute ma vie, j'ai vraiment baigné là-dedans, c'était quelque chose d'assez important pour elles. Et en fait, comme je leur mentais sur mes notes, je faisais en sorte de réécrire chaque contrôle à la main, je prenais un stylo rouge et moi-même je corrigeais avec une autre écriture en me faisant passer pour le prof. Et je faisais toute une série de notes comme ça dans le. Mais non, mais cette énergie, on n'a pas envie de la mettre à travailler. Ça. Ma mère, maintenant, elle le sait. Et elle me dit, mais attends, toute cette énergie que tu as décuplée à me mentir, tu aurais pu le faire à bosser. Ça aurait été plus simple. Parce que j'allais beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que je faisais toute une série de notes pendant 3 mois, le temps d'un trimestre. Et ensuite, je notais les notes que j'avais mis sur un petit calepin pour faire une vraie moyenne et faire un faux bulletin. Donc il fallait vraiment que j'aille au bout de la démarche. Et elle y a vu que du feu. Je lui ai révélé, elle l'a appris dans le livre, en fait, hein, clairement. Quoi, tout ce temps-là? Ouais. Il y avait prescription, je savais que... Lui, t'allais pas te faire gronder? Non, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que tu avais un prof préféré ou qui t'a marqué? Oui, j'ai des profs qui m'ont marqué, mais ça va être surtout des institutrices en fait qui m'ont marqué parce que je pense qu'on crée vraiment d'autres liens avec eux, avec elles ou avec eux. Hein, ça peut être des instituteurs. Et je pense notamment à Madame Bobot. Ça peut faire rire, mais elle s'appelait Madame Bobot, que j'ai recroisée d'ailleurs, qui était adorable et que j'ai croisée quand j'avais 16 ans. Je l'ai recroisée à Vienne.
genre dans le palais de Sicile impératrice, genre un truc improbable, de fou. Ouais. Et moi j'étais devenu un petit homme, quoi. Donc elle m'a reconnu, je l'ai reconnu, c'était trop bizarre. Et je garde vraiment un bon souvenir. Et j'ai beaucoup aimé aussi ma maîtresse de CP qui s'appelait Madame Barthélémy. Elle, je l'adorais. Et on a fait plein de choses ensemble, c'était super. Non, c'était pas CP, c'était CM2. Et j'ai été député junior dans sa classe parce qu'elle nous avait inscrits au Parlement des enfants. Donc on a eu toute une aventure toute l'année avec elle. C'est quoi, député junior? En fait, chaque année, le Parlement des enfants organise l'Assemblée nationale organise un Parlement des enfants. Et c'est une journée où les enfants peuvent voter une loi, proposer des lois et voter une loi. Donc nous, on avait proposé une loi qui n'avait pas été retenue, mais en tout cas, je suis allé la défendre à l'Assemblée nationale. C'est énorme. Et on avait fait tout ça avec cette fameuse maîtresse. Ouais, donc ça, c'est un souvenir. Ouais, c'est un bon souvenir, ouais. T'avais une matière préférée ou au contraire détestée? J'en avais des préférés et des détestés. Je détestais les maths. Je crois que je les déteste encore. Tout ce qui est maths, vraiment, ça m'horripile. J'ai fait un bac littéraire et même au bac L, je crois que j'ai eu 2 de moyenne, un truc comme ça, parce que j'ai écrit mon nom sur la feuille, quoi. Non, c'est une aversion pour les chiffres. Et j'adorais du coup le français. J'aimais bien l'espagnol. Ouais, j'aimais bien l'histoire, la philo. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Alban Bartoli pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Alban. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Personne ne doit s'interdire, personne ne doit se dire, parce que j'avais cette conversation avec lui en parlant de jeunes filles, par exemple, qui se sentent nulles. Il disait, personne ne doit se sentir nul en maths. On est potentiellement tous très bons. Il suffit d'avoir envie de jouer, quoi. Comment est-ce que justement on désincruste ce biais cognitif de se dire qu'on n'est pas bon en maths? Naturellement, on peut tous être bons en maths. Oui, alors malheureusement, ce biais cognitif, il vient beaucoup de la société. Ça, il est très clair, on le voit, il y a beaucoup d'études qui montrent que si on appelle géométrie un petit devoir à faire, par exemple en CP ou en CE1, les garçons vont mieux le réussir que les filles. Si ce même devoir, c'est-à-dire la même chose, on met le titre dessin, les filles vont mieux le réussir que les garçons. Donc il est déjà sociologique ce problème, il vient de l'éducation. On interdit énormément aux filles, de façon implicite ou explicite parfois, d'être intéressées par les matières scientifiques parce que la science, en gros, c'est avoir un casque de chantier sur la tête, c'est pas un truc de fille. C'est un truc avec des muscles et avec de la transpiration. Eh bien, c'est terrible d'avoir cette vision-là. C'est une vision qui est à la fois fausse et puis très dangereuse pour notre société. Et il y a certes, effectivement, ce médaillé Fields français récent, mais il y avait Mariam Mirzakhani avant, qui a été la première médaillée Fields il y a quelques années. Pas plus la seule désormais. Il y a aussi des femmes qui ont remporté le prix Abel et il y a de plus en plus de femmes qui, au plus haut niveau mondial, dans tous les domaines des mathématiques, interviennent et sont particulièrement brillantes. Vous avez le sentiment qu'en France, on accuse un certain retard en termes d'engagement citoyen? C'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs sur ce sujet-là, mais comme on sent quand même très clairement, de plus en plus, notamment chez nos étudiants, l'envie de s'engager, l'idée de ce programme Pacte, effectivement, c'était répondre à cette demande. Parce que les étudiants, s'ils ont cette envie, ils ne savent pas forcément comment et vers qui se tourner. Donc là, effectivement, l'idée, c'est vivre une expérience d'engagement au sein de structures d'économie sociale et solidaire. C'était effectivement l'idée de ce programme Pacte, leur proposer qu'ils aient effectivement cette offre pour eux. Baptiste Pécriot, comment est né ce programme? De quelle volonté? Alors, ce programme est né de la volonté du groupe Amnes Éducation de trouver une manière de pouvoir engager leurs étudiants et ensuite de la rencontre entre Amnes et le groupe SOS. Et puis, il se trouve qu'Impact Campus avait déployé depuis quelques années des programmes similaires avec des échelles tout à fait moindres. Et puis, à mon arrivée à la tête d'Impact Campus, j'ai eu envie de pousser ce type de dispositif et il s'est trouvé que c'était un alignement de planète, la volonté du groupe Amnes Éducation de le faire et puis le fait qu'on était prêts, nous, à pouvoir les accompagner là-dessus avec, pour nous, la conviction profonde que c'était à la fois extrêmement bon pour les étudiants, mais également pour les associations et puis pour la société dans son ensemble. Avec l'histoire, au début, les gens qui aidaient les autres, c'était pas l'État qui s'occupait de tout ça, et c'est beaucoup l'Église qui s'en déchargeait jusqu'au début du XXe siècle. Il reste de ça dans une atmosphère liée à la charité dans le métier ou pas tellement maintenant? Non, je pense pas qu'on n'est plus trop dans cette pratique-là, mais je pense que dans l'idée qu'on se fait du métier, ça persiste quand même le côté âme charitable.
quand on... Il y a un charitable, et je pensais à autre chose, mais peut-être je me suis mal exprimé, mais qui est aussi la notion d'éducation morale. On va vous... Voilà. Le côté le bien éduqué, ce genre de choses. Bah oui, ça peut persister comme idée, mais et comme pensée même quand on va vers ce métier-là, mais finalement on se rend compte qu'il n'y a pas une façon de bien éduquer, de bien mener sa vie. C'est pas, voilà, on n'est pas sur des notions justement de bien ou de mal. C'est voilà, on a un parcours et on est là pour l'accompagner dans ces parcours un petit peu chahutés. Il y a des secteurs dans lesquels on manque beaucoup d'assistantes sociales. Et alors, par exemple, dans le domaine de l'éducation, je voyais des chiffres sur la Seine-Saint-Denis qui étaient assez catastrophiques, avec des manques criants. Pourquoi, à votre avis, on manque comme ça de personnes à certains endroits? C'est des conditions de travail, c'est des conditions de salaire, c'est quoi? Je pense que c'est un métier, oui, qui pourrait gagner à plus de prétentions salariales, de conditions de travail aussi, mais aussi à une attractivité, à diffuser plus une image plus positive de ce métier, qui est quand même, je pense, fait partie quand même des métiers essentiels. Ces projets, ils les amènent comment, justement, ceux et celles qui vous rejoignent dès les classes de seconde? Il faut qu'ils soient motivés avant tout pour pouvoir vous rejoindre, parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, c'est exactement ça. On nous pose souvent la question du recrutement. Alors, non, ce n'est pas par rapport au niveau scolaire, tant mieux. C'est pas par rapport au niveau sportif non plus, pourquoi pas. C'est par rapport à un projet qui nous présente, alors par le biais d'une petite vidéo et de rencontres avec nos équipes, sur leur ambition, leur manière d'aborder leur projet personnel, et aussi, très important, notre capacité d'y répondre et de pouvoir l'augmenter. Parce que si on n'est pas efficace, si on n'est pas efficient, ça ne sert à rien finalement. Donc c'est la présentation du projet du jeune, pourquoi pas aussi celle de la famille, plus globalement, parce que c'est important. Et puis nous, notre capacité à dire, ce projet-là, il nous intéresse, on pense qu'on peut t'aider, qu'on peut t'accompagner, qu'on va en faire quelque chose de bien et de vertueux. Comment on construit justement ces différents programmes pédagogiques et est-ce qu'ils doivent répondre à certaines règles, certaines normes? Comment ça se passe? C'est compliqué ou pas? La loi française encadre d'une certaine manière le bénévolat étudiant, enfin en tout cas impose aux établissements d'enseignement supérieur de valoriser ce bénévolat étudiant. Concrètement, ça veut dire prévoir du temps, ça veut dire donner des crédits CTS aux étudiants qui, voilà, ça peut être des bonus. Les établissements sont libres de choisir la manière dont ils le valorisent. Mais voilà, ils sont censés le faire. Peu d'établissements le font. Et là, en cela, les écoles du groupe Omnes Éducation sont vraiment en tête, on va dire là-dessus. Il y a quelques établissements en France qui le font. Un peu plus. Ce que fait Omnes, c'est inédit ce que fait Omnes en France. Ce que fait Omnes avec cette échelle-là, c'est totalement inédit. Ouais. On espère que d'autres écoles vont suivre. Oui. Parce que vous avez créé une certaine émulation, effectivement. En plus, c'est l'obligation maintenant. Ouais. C'est une obligation de valoriser. Ensuite, il faut les moyens pour pouvoir le faire. Et donc, ça veut dire donner ces moyens. C'est vrai pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur en France. C'est vrai pour les universités. Et là, on est encore très très loin du compte, effectivement, pour arriver à permettre et surtout à généraliser. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose d'original, c'est que la loi prévoit qu'on valorise l'engagement des étudiants qui souhaitent s'engager, mais là, l'idée, c'est de le généraliser. Et cette généralisation, on la retrouve, c'est très, très, très rare, quasi pas de cas en France, on la retrouve en Angleterre, on la retrouve au Canada, on la retrouve en Belgique, de manière... mais c'est quelque chose qui, à mon sens, est extrêmement important, de pouvoir permettre à tous de vivre et de s'enrichir. Qui dit belle histoire dit forcément chien. Oui, ça chien, chien, j'adore les chiens. Alors, la jolie histoire du jour. Voilà, c'est Taj qui est un chien policier. Donc son métier, c'est de rechercher des personnes disparues. Et évidemment, vous allez chercher des chiens très sympathiques. Quand même. Bah oui. Il y a quelques jours, il a pu retrouver une petite fille de 11 ans grâce à l'odeur de sa peluche. D'accord. On va faire renifler la peluche. Zou, il a pisté, il a trouvé cette petite fille. Alors, c'est un protocole qui est bien spécifique quand même. Oui, il est formé, j'imagine. Voilà, il est formé. Donc, le chien fait un tour de la zone où la personne a été vue pour la dernière fois. Il sent toutes les odeurs du secteur. Puis, on lui présente la peluche de l'enfant. Et c'est parti pour la traque. Il faut qu'il puisse distinguer. Donc là, il l'a retrouvé rapidement? Rapidement. La petite fille se trouvait à 200 mètres de là où on l'avait vue pour la dernière fois. Elle avait fugué, donc histoire qui se finit bien. Et au total, Taj a déjà aidé à retrouver plus d'une centaine de disparus. Et voilà, il prendra bientôt sa retraite en 2024. Ça, 2024 Dans moins d'un an. Ouais. Service rendu à la nation. Sauf s'il la réforme pas, s'il aura peut-être 2 ans de plus à faire, Taj. Très bonne vanne.
Waouh, j'y avais pas pensé, elle est une très bonne blague. Donc voilà, donc il prend sa retraite et il sera adopté par une famille. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, schooltv.com pour revoir toutes les émissions, Canal 247 sur les Freebox. Merci beaucoup Brandon d'avoir été avec nous. Merci Virginie. On vous retrouve très vite. Très vite. On ne sait pas en revanche, mystère. Vous ne saurez pas la date. Là, moi non plus d'ailleurs, je ne sais pas. Merci à toute l'équipe, à la réalisation. Aujourd'hui, c'est Kylian Soula, le son, c'est Mathieu Sullivan, le maquillage, c'est Morgane Brunet et la rédaction, toujours Emma Guessel et Agathe Delannoy. Bonne soirée à tous. Ciao.